Bleu voit le nom qu'elle a choisi se refléter partout autour d'elle. Les banquises que nappe le clair de lune, l'océan alourdi de glace à la dérive, dont les eaux épaissées semblent charrier des morceaux de verre. Elle grignote un morceau de biscuit sec sur le pont, pendant que l'équipage de bateau dort, essuie les miettes sur les moufles et les regards tombés dans les flots, tachetés de blanc. Le Chaunet, la reine de Ferillon, est rempli de chasseurs impatients d'entasser des peaux dans les cales, avides de ce qu'ils pourront acheter grâce aux fourrures, à la viande et aux graisses, une fois venue la fin de la saison. Bleu s'intéresse en partie à l'huile, mais principalement au déploiement de nouvelles technologies à vapeur. Elle doit obtenir une série de résultats, atteindre un point de bascule de ce secteur, un gouvernail qui lui permettra de barrer ses bateaux entre la Scylla, d'un fin funeste, et la Charybde, d'une autre, suivant une course qui mène à Jardin. 7 brins entremêlés président au destin de cette pêcherie, insignifiante aux yeux de certains, indispensable pour d'autres. Certains jours, Bleu se demande pourquoi l'on a pris la peine de créer des nombres aussi petits. D'autres fois, elle se dit que même l'infini doit avoir un début. Ces jours sont rares pendant une mission. Qui peut dire à quoi Bleu pense pendant une mission, quand les missions sont souvent des vies entières, quand l'histoire implique qu'elle manie un crochet de chasseur durant des longues années? Tant de rôles, de robes, de bivouacs, de pantalons, d'intimité pour frapper une amarre et s'émitoufler dans les vêtements informes, afin de repousser l'hiver ternevien. L'horizon cligne, puis le matin bâille au-dessus de lui. Les hommes se déversent du Chaunet. Bleu est parmi eux. Il file sur la glace, outil la main, riant, chantant, frappant des têtes et entaillant des peaux. Bleu a transporté 3 dépouilles à bord quand un grand chasseur fougeux attire son regard. Il lève la tête, apeuré, pendant une bonne demi-seconde, avant de se ruer vers l'eau. Bleu est plus rapide. Le crâne du chasseur se fêle comme un œuf sous son gourdin. Elle accroupit à côté de lui pour examiner la fourrure. Ce qu'elle voit provoque un choc digne d'un acapic. Là, dans la fourrure couverte de glace, des taches et des mouchetures forment un mot qu'elle peut lire. Bleu. Sa main ne tremble pas quand elle entame l'épiderme. Sa respiration est régulière. Ses gants jusqu'ici restés propres, ou presque, se teintent désormais de sang. Un sang aussi rouge qu'un nom. Dans les profondeurs des viscères luisantes, elle trouve un morceau de morue sèche, non digéré, éraflé, strié d'émaux. Elle se rend à peine compte qu'elle s'est assise en tailleur sur la glace, confortablement, comme si un thé, et non des entrailles de phoque, fumait près d'elle, sombre et odorant. Elle gardera la fourrure, la morue, elle la réduira en poudre et en agrémentera en biscuits couverts de beurre ronce qu'elle mangera pour le dîner. Le corps, elle s'en débarrassera comme à l'accoutumée. Quand la fouilleuse arrive, suivant tout droit sa piste, il ne reste qu'une trace rouge foncée sur la neige. À 4 pattes, elle lèche, suce et mastique, jusqu'à ce que la couleur disparaisse entièrement. Mon humeur indigo. Je présente mes excuses pour tout. Beaucoup de temps a passé, de mon point de vue, comme je le crains du tien, depuis ta lettre. Je suis restée une dizaine d'années de plus avec Jean-J, qui te passe le bonjour d'ailleurs. Il m'a raconté des histoires fort intéressantes à ton sujet. Enfin, j'imagine que c'était toi. Puis, j'ai subi des débriefings, et après cela, le genre habituel de danse de retressage. Une mission pour emballer le tout. J'ai réussi les examens, comme toujours. Les mêmes foutaises qu'à l'accoutumée, la routine. J'imagine que vous avez des processus similaires. L'agence campée sur ses positions, loin en aval, envoie des agents en amont. Puis, commandante doute des agents qui reviennent. Certes, nous voyageons différemment. Certes, nous développons des nuances.
nous contournons, nous nous comportons de manière asociale. L'adaptation est le prix de la victoire. On se dit qu'ils auraient pu comprendre ça depuis le temps. J'ai passé la plus grande partie de l'année à me remettre de ton prétenu sens de l'humeur. Si sens ici. Comme tu me l'as suggéré, j'ai consulté des livres sur les seaux de cire parfumée. Tout cela est un peu contre-intuitif, cette idée de communiquer grâce à des matériaux de base. Qu'acheter une lettre, un objet physique n'ayant même pas de fantôme dans le cloud, toutes ces informations sur une fragile feuille de papier, avec une substance encore plus malléable, portant entre toutes choses une signature idéographique. Dévoiler à tous ceux qui la manipulent l'identité de l'expéditeur, son rôle et peut-être même l'objet de son message. Une folie du point de vue de la sécurité opérationnelle. Mais, comme dit le prophète, aucune montagne n'est assez haute. Je me suis donc frottée à l'exercice. J'espère que tu apprécies le cachet. Je n'y ai pas ajouté de parfum, mais le médium possède sa propre saveur. La correspondance est une sorte de voyage dans le temps, tu trouves pas? Je t'imagine rire à ma petite plaisanterie, je t'imagine grogner, je t'imagine se débarrasser de mes mots. Es-tu toujours là? M'adresse-je à l'air vide, aux mouches qui dévoreront cette carcasse? Tu m'abandonneras peut-être pendant 5 ans, tu ne reviendras peut-être jamais, et je dois finir d'écrire en restant dans l'expectatif. Tout bien pesé, je préfère les accusés de réception, la poignée de main instantanée d'une lente télépathie circulant dans nos câbles. Mais cette technologie primitive me fascine, par ses limites même. Tu me demandes si nous mangeons. Il m'est difficile de répondre. Il n'y a pas de « nous » nominal, il y a plusieurs « nous ». Les « nous » changent, s'entremêlent. As-tu déjà observé les mécanismes d'une montre? Une vraiment, vraiment bonne montre, si tu veux comprendre de quoi je parle. Grimpe en aval jusqu'au Ghana du 33e siècle SE. La société Limited Unlimited, à Accra, fabrique des modèles magnifiques avec des rouages nanométriques translucides, pas plus gros que des grains de sable, aux dents minuscules, invisibles. Les actions, contre-actions et complications, des mécanismes qui fractionnent la lumière comme un kaléidoscope, et restent d'une précision sans faille. Il y a en toi, mais tant de nous, des couches de pièces superposées, chacune avec ses propres traits, des désirs, ses entraits. La même personne peut avoir différents visages, en différents endroits. Les esprits changent de corps par jeu. Chacun est ce qu'il veut. L'agence impose un minimum d'ordre. Et donc, est-ce que nous mangeons? Moi, oui. J'en ai pas besoin. Nous grandissons dans des capsules. Notre savoir de base est injecté cohorte après cohorte. Notre équilibre nutritionnel assuré par le bain de gel. C'est là que la plupart d'entre nous demeurent. Nos esprits s'égaillaient, désincarnés dans le vide entre les étoiles. Nous vivons par procuration, explorant grâce à des drones le monde physique. Mais ce n'est qu'une réalité parmi tant d'autres, moins intéressante que la moyenne, qui est pluée. Certains d'entre nous se décantent et errent, mais leurs charges leur promettent de rester autonomes pendant plusieurs mois, et il y a toujours une capsule qui les attend. Bien sûr, tout cela concerne essentiellement les civils. Les agents ont besoin de modes opératoires plus indépendants. Nous sommes séparés de la masse et nous déplaçons dans nos propres corps. C'est plus facile ainsi. C'est dégoûtant de manger, tu trouves pas? Je veux dire, dans l'absolu, quand tu as l'habitude des stations de chargement hyperspatial, de la lumière de soleil et des rayons cosmiques, quand les plus belles choses que tu as contemplées reposent dans le cœur d'une machine, il est difficile de trouver un charme à l'utilisation d'os qui saillent de gencives couvertes de salive pour mâcher les aliments ayant poussé dans la terre et les transformer en une pâte susceptible de s'écouler dans le tube humide reliant ta bouche à la poche d'acide placée sous ton cœur. Les nouvelles recrues mettent un moment à s'y faire. Une fois décantées,
Mais ces temps derniers, j'ai mangé. Je suis pas la seule, même si personne ou presque n'osait l'admettre. Je m'en déclète, comme on ne déclète seulement des passions inutiles. Le coureur aime courir quand il ne doit pas échapper à un lion. Le sexe est meilleur quand il est découplé. Désolé du désespoir animal de procréation, voire du désespoir de ne pas avoir de relations sexuelles depuis longtemps, comme j'ai pu le remarquer après un séjour de 20 ans et la triste pénurie qui lui fut associée. Je mords dans les pancakes aux myrtilles nappées de sirop d'érable avec un supplément de beurre. Ce moyeu aéré, l'éclatement des baies sur mes dents, le beurre qui fleurit dans ma bouche. J'explore texture et suavité. N'ayant jamais faim, je ne me jette pas sur la bouchée suivante. Je mange du verre, et tandis qu'il entaille mes gencives, je savoure minéraux, métaux et impurités. Je vois la plage sur laquelle un pauvre type a tamisé le sable. Les petits cailloux ont un goût de rivière, des cailles de poisson, des glacières disparues depuis longtemps. Ils croustillent, craquent comme du céleri. Je partage ces sensations avec d'autres aficionados. Ils m'envoient les leurs en retour, même si ça lag et que la granularité des capteurs reste un problème prégnant. Bref, une manière détournée de dire « j'adore manger ». Trop, sûrement. À l'agence, je ne peux pas le faire que rarement en public. Sinon, commandante se met à poser de questions. Mes escapades en amont dans les lieux où ils mangent tout le temps ont un goût de décadence. Et toi, je ne te demande pas nécessairement comment tu manges, mais si tu veux en parler, je suis toute ouïe. Ta description de la tartine de miel, merci. Je t'ai un peu décrit nos modèles imbriqués, des collectifs publics et privés, des entrées communs, des sens partagés. Comment cela se passe-t-il chez toi? As-tu des amis bleus? Et comment? Tu m'as demandé de te dire quelque chose de vrai. C'est fait. Ce que je veux, comprendre. En échange, la victoire. En jeu, dissimulation et découverte. Tu es un adversaire agile, bleu. Tu paries sur le long terme. Tu fais feu de tout bois. Si nous devons nous faire la guerre, autant nous distraire l'une l'autre. Que cherchais-tu d'autre avec ta provocation initiale? À toi. Rouge. PS. Cochenille, je viens de comprendre. L'Atlantide sombre. Bien fait pour elle. Rouge déteste cet endroit. Pour commencer, il y a tant d'Atlantides, toujours en train de sombrer, dans tant d'ébruns. Une île au large de la Grèce, un continent au milieu de l'Atlantique. Une civilisation pré-minoenne, en Crète, un vaisseau spatial flottant dans le nord de l'Égypte, et ainsi de suite. La plupart des brins, complètement dépourvus d'Atlantide, ne connaissent l'endroit qu'à travers les rêves et les murmures les plus fous de poètes démons. Comme elles sont si nombreuses, Rouge ne peut pas se contenter d'en réparer une, ou n'y parvient pas. Parfois, elle a l'impression que les brins font éclore des Atlantides uniquement pour la contrarier. Qui conspire? L'histoire qui s'entend avec l'ennemi. 30, 40 fois durant sa carrière, elle s'est éloignée d'une île en feu, menacée par les flots, pensant que c'était terminé. 30, 40 fois, l'ordre s'est répété. Retournez! Au pied du volcan, les Atlantes à la peau sombre se précipitent vers leur bateau. Une mère tient d'un bras son fils qui hurle, tout en serrant la main de sa fille. Le père suit, il porte les divinités du foyer. Des larmes strient la suie sur son visage. Une prêtresse et un prêtre restent dans leur temple. Ils seront brûlés. Ils ont vécu leur vie comme un sacrifice. À qui, déjà? Rouge a perdu le fil. Elles sont vues. Ils ont vécu leur vie comme un sacrifice. Les dieux et les enfants d'abord. Ils emplissent les bateaux, tandis que la terre tremble et que le ciel s'embrase. Même les plus braves et les plus entêtés renoncent à leurs tâches. Notes, additions et nouvelles machines sont abandonnées. Ils sauvent les gens et les œuvres d'art. Les mathématiques brûleront, les machines fondront,
Les arches tomberont en poussière. Et ce n'est même pas l'une des plus étranges Atlantides. Il n'y a pas de cristaux ici, pas de voitures volantes, de gouvernement parfait ou de pouvoir psychique. De toute façon, ces deux dernières choses n'existent pas. Et pourtant, cet homme a construit un moteur à vapeur et a toupie 6 siècles plus tôt que la moyenne. Cette femme, grâce à la raison et la médiation extatique, a compris l'utilité du zéro en mathématiques. Ce berger a inclus des arches hautes portantes dans les murs de sa maison. De petites touches, des idées si fondamentales qu'elles paraissent inutiles. Personne ici ne connaît encore leur valeur, mais si elles ne périssent pas sur cette île, quelqu'un se rendra peut-être compte de leur entrée avec quelques siècles d'avance et changera la donne. Alors Rouge essaye de gagner du temps. Ses emplants brillent d'un rénatif vif pour ventiler la chaleur. Il brûle sa peau. Elle sue à grosses gouttes, grogne, lance ce regard noir. Elle se surpasse ici. Sauver une île n'est pas le travail d'une seule femme. Alors elle travaille plus dur qu'une femme seule ne le peut. Elle fait rouler d'énormes blocs de pierre pour endiguer les flots de lave. Elle creuse à main nue de faux lits de rivière. Avec les outils à la disposition, elle brise des rochers et forme avec leurs fragments d'autres rocs d'ailleurs. Le volcan s'agite, crache, vomit de pierres dans les airs. Un pan parasol de suie jaillit de son sommet. Rouge gravit la pente au pas de course, traîné de peau et de lumière. Lave scintille, bouillonne, éructe. Des projections retombent près d'elle. Elle s'écarte. La mer d'envers cendre reflète les remous ténébreux du ciel. Les derniers cormorans s'enfuient, plumes sombres sur un fond noir. Rouge cherche un signe. Quelque chose lui échappe. Elle ne sait pas quoi. Elle sonde un moment les cieux et les océans. Songe. Quand elle détourne les yeux, une distelée de lave jaillit vers son visage. Sans regarder, elle la saisit au creux de sa paume. Sa peau, si elle ressemblait à celle que les villageois paniqués, en contrebas, portent autour de leur chair, se calcinerait. Elle ne leur ressemble pas. Elle ne se calcine pas. Assez de temps passé à observer. Elle se retourne vers la caldeira, vers la lave qui s'agite, s'arrête. La marée rouge est veinée de noir et d'or, comme la surface de certains soleils qu'elle a visités lors de ses permissions. Ce n'est pas ce qui a attiré son attention. Les couleurs inconstantes forment des mots qui ne durent qu'un instant, dans une écriture désormais familière. À mesure que la lave s'écoule, les mots changent. Elle lit. Ses lèvres articulent les syllabes l'une après l'autre. Elle ancre les mots tracés par le feu dans la version primitive de sa mémoire. Ses yeux sont équipés de caméras qu'elle n'utilise pas. Dans son crâne, un mécanisme d'enregistrement est attaché à la mèche de fibres que l'on pourrait prendre pour un nerf optique. Elle le désactive. Son agence ne pense pas qu'elle en est capable. La lave passe la lèvre du cratère. Rouge avait l'intention de briser le haut promontoire sur lequel elle se tient pour en faire une sorte de bec verseur et forcer la roche fondue à s'écouler selon ses dessins. À la place, elle reste là et regarde. En contrebas, le village brûle. Sans son effort essentiel au sommet, ses digues et ses redoutes sont bien moins efficaces, même si la mathématicienne, au moins, a le temps d'emporter ses tablettes de cire. Les bateaux quittent l'île. Les habitants s'éloignent suffisamment pour survivre à l'onde de tempête provoquée par le séisme, tandis que leurs maisons se fondre dans la mer. Rouge n'a pas complètement échoué. Elle secoue la tête et s'éloigne, espérant que c'est la dernière Atlantide quand l'on verra sauver. Elle se souvient. Le volcan s'apaise. Le vent chasse les nuages, enfin découvrant le ciel bleu. La fouilleuse se presse sur la colline nue et glissante. Des filaments luisants de verre volcanique forment des amas près de la lave qui refroidit. En d'autres lieux,
et en autre temps, on les nommera cheveux de pélé. La fouilleuse les cueille, comme les fleurs, en fredonnant. Mon prudent cardinal, laisse-moi te confier en secret. Je déteste l'Atlantide. Toutes les Atlantides, de tous les brins. Cet amphile putride. Tout ce qu'on t'a probablement appris au sujet du jardin et de mon changement te conduit certainement à penser que nous la chérissons comme le bastion d'un travail de qualité, en idéal platonicien de civilisation. Combien d'adolescents aux yeux brillants ont-ils épanché la ferveur de leur âme dans les vies imaginées ici? Magie, sagesse infinie, licorne, des dieux en chair et en os. Le travail que nous accomplissons pour entretenir ces idées est plus utile que tu le penses. Si l'on en croit les fadaises publiées durant une douzaine de XXe siècle. L'Atlantide devait avoir un clergé bien robuste pour supporter dans ses temples les vies intérieures de tant de jeunes choses impatientes. Mais quel lieu effrayant, stagnant, aussi répugnant qu'une plaie aspirante. Une expérience réussie au résultat immonde. Le volcan est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Désormais, c'est une légende, une possibilité, un mystère, un moteur bien plus fertile que tout ce qu'elle a pu développer en quelques milliards d'années. C'est ce que nous chérissons, nous, pour toujours, le volcan et la vague. Merci pour tes mots au sujet de la nourriture. Après des semaines passées à manger des biscuits de mer, ils étaient particulièrement bienvenus. Comme te le confirmerait Madame Leavitt, il est d'usage d'envoyer des lettres que l'on peut offrir sans en détruire le cachet. Mais j'apprécie son innovation plus que je n'arrive à le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faisait très froid sur la glace. Ta lettre m'a réchauffé. Ton passage sur les signatures idéographiques et la sécurité opérationnelle m'a rappelé un travail de préparation que j'ai effectué sur quelques brins avec les botanistes de Bess de Hardwick. Durant mon séjour, j'ai pris plaisir à observer leur correspondance avec leurs dames, la stratification et la complexité que peut receler un discours simple, le nombre de secrets enveloppés dans la bannière de la sincérité, un mot généralement inventé au XVIe siècle. Bien sûr, même cette signature idéographique pouvait être un mensonge. Des sceaux contrefaits, des lettres cachetées, dissimulées sous une autre couverture, une cire ou un fil de soie de la mauvaise couleur. Tant de doubles discours glorieux furent proférés quand Marie, reine d'Écosse, était sous son toit. Je t'assure qu'en comparaison, la cryptographie fait pâle figure. Imagine un code constitué d'humeurs imbriquées qui se modifie en réponse à des stimuli environnementaux. De plus, l'anglais n'avait pas encore été normalisé. Il ne suffisait pas d'imiter l'écriture de quelqu'un, il fallait aussi apprendre son orthographe idiosyncrasique. Et de manière amusante, cela causa la perte de certains faussaires de la fin du siècle. Chatterton, ce garçon merveilleux, etc. Nous prenons notre correspondance au pied de la lettre, tu trouves pas? Mis à part les phoques assommés, des lettres pour voyager dans le temps, des lettres voyageant dans le temps, des significations cachées. Je me demande ce que tu perçois de ce que je dis ici. Ton passage sur la nourriture, si sucrée, si savoureuse, ne mentionnait pas la faim. Tu parles certes de l'absence de manque, pas de lion aux trousses, pas de désespoir animal de procréation, qui mène certainement au plaisir. Mais la faim possède de multiples splendeurs. Elle ne se conçoit pas seulement en termes limbiques, biologiques. La faim rouge, rassasier une faim ou l'entretenir, ressentir la faim comme une fournaise, en tracer les limites comme des dents. Est-ce une chose que tu ressens individuellement? As-tu déjà éprouvé une faim qui s'aiguise quand tu l'assouvis, devenant si vive, si ardente, si éclatante qu'elle pourrait te couper en deux et libérer quelque chose de nouveau? Parfois je me dis que c'est ce que j'ai en guise d'ami. J'espère que ceci n'est pas trop difficile à lire.
J'ai fait de mon mieux, vu les délais serrés. J'espère que cela te parviendra avant que l'île ne brise autour de toi. Écris-moi Londres la prochaine fois. Bleu.